apportée par la déflagration des réseaux. Tous les objets s'interconnectent entre eux. On a développé une panoplie de capteurs aujourd'hui. Il suffit de prendre nos smartphones, un simple exemple, hein. Ils sont connectés par rapport à notre système de déplacement ou géolocalisation, qu'on peut connecter par rapport à notre voiture, qu'on peut connecter par rapport à une imprimante effectivement Wi-Fi, qu'on peut connecter à une maison en termes de domotique, qu'on peut connecter par rapport à des habits pour pouvoir mesurer un peu de température, qu'on peut connecter par rapport à un bracelet de suivi de pulsion artérielle. Donc tout s'interconnecte. C'est ça la force du 4.0, c'est qu'on ne dépend pas d'une technologie et on peut assembler plusieurs technologies. Et pour conclure, ce qui est important là-dedans, et je rejoins effectivement la remarque des industriels, est-ce qu'on n'est pas un peu en avance? C'est vrai qu'il faut d'abord qu'on développe le volet industriel, le volet métier. Mais c'est vrai que nous, êtres humains, on a aussi la fâcheuse tendance, non pas à ne pas accepter le changement, puisque de toute façon c'est l'histoire des mathématiques, hein, on revient à chaque fois sur les mêmes cycles, mais on oublie une chose. Vous, en tant qu'industriel, pour avoir construit le volet industrie, j'enlève le 4.0, le volet industrie, vous l'avez développé sur la base d'échecs et de réussite. Donc sur la base d'un retour d'expérience. Capital expérience égale capital erreur. Pour exploiter cette technologie et savoir quel rapport énergie-vitesse elle peut nous apporter, il faut aussi être expérimental. Donc il n'y a pas de solution prédéfinie. La solution, c'est vous qui allez nous aider effectivement à l'identifier, et nous, on vous dira effectivement quelle technologie est la plus idoine. Donc, on va construire la solution petit à petit. C'est comme le jour où vous avez monté votre usine, la ligne de production, vous l'avez développée petit à petit. Le process, vous l'avez développé petit à petit. Votre manuel d'assurance qualité, vous l'avez développé petit à petit. L'intégration de vos ressources et leur montée en compétences et en gamme, ça s'est aussi fait progressivement. Donc, l'intégration d'une technologie se fait aussi progressivement, parce qu'on va tester. On va voir quel est le retour. Et puis on va réadapter. Et on va retester. Et ainsi de suite. Donc l'approche expérimentale est très importante. Donc c'est pour ça que dans le cadre de ce premier panel, les interlocuteurs ici présents vont parler de modèles d'exemples pratiques. Sur la base de quelles problématiques d'usage de métiers ils sont partis, quelles technologies ils ont pu mettre en place, et puis aujourd'hui, surtout, quel est le retour d'expérience. Donc c'est l'objectif de ce premier panel. Donc, nous commencerons effectivement par Madame Nawal Shraibi, donc, qui est directrice générale par intérim de la Fondation Massé. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Massé, donc Massé est un centre de recherche et développement qui est, dont une des spécialités a trait au système embarqué. Et donc, lorsqu'on parle de système embarqué, ils pourront vous parler des technologies qu'ils ont mis en place pour l'industrie. Donc, ce sont des capteurs, comment est-ce qu'ils s'y sont pris, les caméras, de manière simple, hein, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et surtout, comment est-ce qu'ils les ont mis en place de manière frugale. Alors, frugale, encore une fois, on aime bien le word dropping, hein, c'est qu'on utilise des termes qui parfois peuvent paraître complexes, mais frugal, ça parle au patron d'entreprise. Je souhaite investir, mais je ne veux pas monter la guerre des étoiles. Je ne veux pas tirer des plans sur la comète. Je souhaite y aller progressivement et en optimisant l'équipe. C'est l'objectif de la Fondation Massé. Elle prend en charge un coût d'expérimentation et ensuite, donc, elle accompagne les industriels pour pouvoir acquérir ces technologies et les déployer à plus grande échelle. Nous aurons ensuite l'intervention de M. Jean-Claude Der, donc de directeur Thales 3D, qui pourra nous faire part de son retour d'expérience aussi par rapport à la fameuse impression 3D. Qu'est-ce qu'il en est, comment ça fonctionne, pourquoi et comment est-ce que vous, industriels, effectivement, vous pourriez vous y adosser. Et enfin, je donnerai la parole à M. Samir Tetouali, qui est enseignant-chercheur à l'EGIC. Il nous sera important à un moment de revenir aussi sur les fondamentaux. On va vous présenter des aspects pratiques, des domaines d'application métier. Et ensuite, donc, on reviendra aux fondamentaux par rapport à l'industrie 4.0 pour que vous puissiez comprendre que c'est d'abord l'industrie. On est sur l'innovation des usages en essayant de faire une combinatoire sur plusieurs technologies, sur une approche progressive en termes de coûts. Et par la suite, donc, nous conclurons avec M. Jean-Claude Boquet, sur lequel je souhaiterais effectivement interpeller par rapport au retour d'expérience de leur laboratoire d'innovation qu'ils ont mis en œuvre. Parce que dans l'innovation, il y a un élément fondamental. Ça, c'est ce que nous avons pu voir, nous, en termes de, suite à 16 ans d'expérimentation fertile sur le Maroc, c'est l'être humain.
l'être humain, c'est surtout des enfants qui grandissent. Et un enfant, pour attirer son souhait, son appétence par rapport à l'acquisition d'une connaissance, hein, je reprends tout simplement ce que dit un chercheur, M. Denis Aberkan, on joue sur deux monnaies, l'attention et le temps. Donc lorsque l'attention est présente et que le temps est donné par rapport à cette attention, l'acquisition et la compréhension, donc les apports par rapport à cette technique disruptive est très importante pour l'être humain. Et donc là-dessus, l'élément humain est fondamental. Vous pourriez tout numériser, mais si vos équipes en interne n'en voient pas forcément l'intérêt, ça ne produira aucune valeur. Et c'est vrai que le monde industriel, en domaine privé, on a tendance à se dire, voilà, le monde académique, les gens sont très théoriques. C'est vrai, le monde académique est là pour modéliser un retour d'expérience terrain et puis transmettre un savoir, c'est son métier initial. Mais c'est aussi un monde où il y a de la recherche exploratoire qui se fait. Et cette recherche exploratoire ne peut aboutir à la recherche appliquée que lorsque elle établit un premier point de connexion avec le monde de l'entreprise. Et donc là, je laisserai très rapidement la parole à M. Samir Tetouali, donc qui est enseignant-chercheur à l'ESIT. Il faut savoir que l'ESIT, c'est pas uniquement une école de textile, hein. On a tendance à dire que c'est une école supérieure de textile et de l'habillement. Oui, initialement c'était le cas, mais aujourd'hui ils sont sur d'autres sujets que le textile, notamment sur les aspects de gestion de produits, de supply chain et de logistique. Donc c'est une école d'ingénieurs, ce sont des étudiants qui ne sont pas là uniquement pour suivre les cours et puis dégommer des polycopies. C'est aussi des étudiants, des enseignants-chercheurs qui travaillent ensemble dans le laboratoire pour s'essayer. Parce qu'en fait, le meilleur moyen de prédire l'avenir, excusez-moi, c'est de le créer. Et puis pour le créer, je vais reprendre ce que disait le fondateur de l'UDI, qui vous dit lorsque vous mettez en place un procédé ou un produit que vous lancez sur le marché ou en interne dans l'usine, vous le lancez en étant effectivement extrêmement satisfait puisque vous avez tout validé sur le papier, en fait c'est trop tard. Parce que vous avez pris trop de temps. L'écosystème à la fois interne et externe évolue. Et donc en fait, il faut adapter des méthodes agiles. Il n'y a rien de parfait en fait. Tout est perfectible, tout est améliorable. Et tout doit évoluer avec votre écosystème. Et il est important de lancer des premiers prototypes. Quand bien même ils ne seraient pas parfaits, mais qu'on va pouvoir dimensionner sur la base des retours critiques ou commentaires par rapport à ce qui a été émis par ceux qui vont l'utiliser. Et comme ça, vous pouvez effectivement vous assurer leur implication. Ils vont plus du tout être spectateurs. Et en fait, l'innovation, c'est pas nous qui l'inventons, ce sont les donneurs d'ordre, les corporates. C'est eux qui ont des véritables problématiques métiers, c'est pas nous. Nous, on est là pour se dire est-ce que la technologie peut y répondre. Et en même temps, le message qui était porté par M. Dern et par M. Bourzet, c'est qu'il est important pour nous au Maroc d'avoir un écosystème autour de nous. L'exemple de IBM et de l'OCP, c'est quoi? C'est de se dire, effectivement, on va travailler avec un mastodonte qui a les solutions qu'il faut, mais l'objectif, c'est de créer une industrie autour, qui soit marocaine, qui repose sur une véritable référence client, sur des cas pratiques locaux, pour qu'elle puisse s'essayer en termes de savoir-faire, parce qu'elle a la technologie, il faut qu'elle maîtrise le métier pour adapter la technologie, et par la suite, exporter son savoir-faire. Les solutions existent pour l'arabe classique, l'anglais, le français, l'espagnol, mais pas pour Dalija. Et lorsqu'on est parti voir les grands éditeurs mondiaux, on leur a dit ce que vous pouvez le faire en Dalija, ils ont dit non, le marché pour nous est très petit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est amusé à aller voir des grands donneurs d'ordre, donc des ministères, des entreprises privées, publiques, qui se disent voilà le problème que nous avons avec les citoyens, qui sont analphabètes numériques et littérales. Est-ce qu'on peut développer quelque chose? On leur a dit si on vous parle de synthèse et de reconnaissance vocale intelligente, est-ce que ça peut marcher? C'est effectivement ce qu'ils voulaient. Donc on les a mis autour d'une table. On a fait un appel auprès des startups technologiques. On a sélectionné une. Je ne suis pas là pour faire de la promotion, mais c'est une startup. Et nous avons fait travailler des thésards et des chercheurs. Aujourd'hui, ça marche. Lorsque la solution qui répondra à cette problématique sera commercialisée, eh ben, on partagera effectivement le retour sur investissement. Donc ça ne peut marcher que si l'industriel travaille avec des startups technologiques pour que la startup puisse comprendre notre métier, que vous puissiez exploiter son agilité et qu'on puisse faire travailler des ressources universitaires, chercheurs ou thésards. Parce qu'on va mettre en place ces pratiques-là.